J'ai intitulé cette petite vidéo «Pourquoi je ne voterai pas aux prochaines présidentielles». J'avoue que j'ai pas mal hésité avant de m'y décider. Hésité parce que pourquoi je ne voterai pas aux prochaines présidentielles, évidemment, tout le monde s'en fiche et tout le monde a bien raison de s'en ficher. Au surplus, j'ai l'impression que je vais être obligée de dire pas mal de banalités. Et ce qui est mon cas, je vais le dire de manière simpliste pour une question de format. Beaucoup d'arguments devraient être développés, mais le format ne me permet pas d'y consacrer trop de temps. Et simpliste et alambiqué parce que la question n'est pas si simple que ça. Je m'y suis décidée néanmoins, car je pense que s'expliquer, c'est dire sa foi dans la raison, les raisons, que l'on peut avancer, que l'on peut contester, et qui permettent de discuter. Et pour moi, sans raison, n'existe ni monde commun, ni a fortiori de possibilité d'un monde paisible. L'abstention, dit-on, est le premier parti de France et tous les autres partis sont d'accord pour le déplorer. Ça fait au moins un point de consensus entre les candidats. Alors pourquoi exhorter à voter ou regretter qu'on ne le fasse pas? Alors, tout pouvoir a besoin, pour ne pas se réduire à la force brute, de se légitimer. L'ancien régime se légitimait de droit divin, au nom de Dieu. La démocratie se légitime dans les urnes. Cette légitimation du pouvoir peut ressembler à un cercle vicieux. La fin en démocratie, préserver les droits et la liberté du citoyen, justifiant l'éventuel recours à la force pour imposer que ces droits soient respectés, les droits étant définis assez souvent par la force elle-même, force de loi, force des décrets, force policière, etc. Quand ça marche, c'est génial, magique, ça entraîne la majeure partie de la population. On a vu récemment, lors des manifestations passe vaccinales, sanitaires, mouvement des Gilets jaunes, contestation de la réforme des retraites, que le génie du système ne convainc pas toujours tout le monde. En démocratie, la logique semble simple, semble arithmétique. Plus de votants, plus de légitimité, moins de votants, moins de légitimité. Je vais prendre l'exemple de l'élection présidentielle pour plusieurs raisons. D'une part parce que la France est réputée être un régime présidentiel, d'autre part parce que le passage au quinquennat d'une part et l'inversion du calendrier électoral qui met les législatives après les présidentielles fait des législatives une sorte de troisième tour présidentiel qui donne au président sortant dans l'immédiat après-coup de son élection la majorité qu'il faut pour avancer le programme qui l'amener au pouvoir. Alors, je me réfère aux dernières présidentielles essentiellement. On a vu un président arriver à la magistrature suprême avec une adhésion initiale au premier tour de moins du quart de la population, moins du quart des suffrages, c'est-à-dire du fait de l'abstention justement et des bulletins blancs et nuls, largement moins du quart du corps électoral. Cette légitimité de départ ayant tendance à s'effriter au fil du mandat, on peut se demander ce qu'il reste en fin de mandat, sauf si, comme a su le faire Macron, changer de pied, il a appuyé sa légitimité sur une autre population que la population qui avait voté pour lui, ce qui explique d'ailleurs l'énervement d'une partie de sa base électorale de départ. Si la légitimité arithmétique et constitutionnelle, si la légitimité de la forme vont à peu près dans le même sens, qu'en est-il quant à la légitimité sur le fond? Alors, il s'agit
en France aujourd'hui, clairement pas d'une légitimité nationale, à mesure où nombre de décisions sont prises sous l'influence de Bruxelles, voire sont directement dictées par l'Europe. Il ne s'agit pas non plus d'une légitimité économique. Plus ça va, plus le gouvernement prétend qu'il n'a pas la main sur ce domaine, qu'il laisse aux entreprises privées, voire aux multinationales étrangères. Une récente interview d'Elisabeth Borne, ministre du Travail, expliquait que le gouvernement n'avait pas de prérogative en ce qui concerne le niveau de rémunération ni la durée du temps de travail. On se demande comment des gouvernements de la Ve République ont pu créer le SMIC et des lois imposant les 40 heures, puis les 39, puis les 35 heures. Peut-être ne s'agit-il pas du même État. Quant à la légitimité en termes de service public, ce malheureux service public, depuis les années 80, se réduit comme peau de chagrin, de telle sorte que la concurrence entre les candidats aux élections consiste pour partie à savoir à une surenchère sur le nombre d'emplois publics qu'on va supprimer. En 2017, Macron proposait d'en supprimer 50 000, quand Juppé proposait d'en supprimer 200 000, et Fillon 300 000, je crois. Mais concernant ce malheureux service public qu'on essaie de réduire par tous les moyens, l'argument toujours utilisé est le même. On prétend qu'il est pléthorique par rapport au secteur public des autres pays, mais on ne compare jamais à périmètre équivalent. Il n'y a par exemple aucun sens à comparer le service public en France et aux États-Unis, parce que ça ne comprend pas la même chose. Par ailleurs, on oublie très souvent de noter que le service public en France est en large partie financé par le privé. C'est le cas de l'assurance chômage, l'assurance maladie et de l'assurance retraite. La retraite étant du salaire différé, les salariés ayant cotisé pour la constituer. Donc, il s'agit bien de financeurs privés, entreprises et salariés. Ce fameux bulletin de vote donné, voire estorqué par la crainte, cet appel régulier au Front démocratique, au Front républicain, estorqué par la crainte, le marketing, c'est-à-dire l'argent. Que reste-t-il de la représentation démocratique? Bon, en France, chacun décidera. Pour ma part, une représentation dont les règles formelles restent identiques, mais dont tous les enjeux ont changé, ne me semble plus représenter démocratiquement ce qu'elles étaient supposées représenter lors de la Constitution de 1958. Le problème pour moi n'est pas que je ne me sens pas représentée par tel ou tel candidat, c'est que je ne me sens pas représentée par la représentation telle qu'elle fonctionne actuellement. Il me semble que cette représentation supposée nationale subvertit ce qu'on peut entendre comme représentation démocratique, et je trouve le jeu dangereux pour la démocratie. Les citoyens se lassent d'être convoqués de manière purement formelle pour les élections et d'être de manière réelle expulsés du jeu après les élections, congédiés après les élections. Ça finit par se voir dans la rue, et je crains bien que ça se voit de plus en plus.